peut déstabiliser l'ensemble de l'édifice, si tant est que nous voulons poursuivre la consolidation de l'état de droit dans ce pays qui nous est cher. La question est de savoir s'il est permis à qui que ce soit, dans le contexte d'un état de droit auquel nous aspirons tous ardemment, de remettre aussi délibérément en cause l'indépendance des magistrats de la Cour constitutionnelle, en exigeant que ces arrêts se conforment obligatoirement à des intérêts d'un groupe particulier. Le premier fondement de notre réflexion est tiré de l'article 62, alinéa 2 de la Constitution, que je cite. « Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Et en ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Cette disposition constitutionnelle impose 1. Le caractère définitif et irrévocable des arrêts de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui est attachée à ces arrêts. En conséquence, toute démarche annoncée au public ou entreprise en privé qui tendrait à revoir les arrêts de cette Cour n'est que pure distraction, pure tromperie. 2. L'exécution immédiate des arrêts de la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de délai prévu pour l'exécution des arrêts qui sont rendus par cette Cour. 3. Le caractère contraignant de ces arrêts à l'égard de tous, sans aucune exception. De sorte que tous ceux qui clament ne pas être d'accord avec cet arrêt ou qui déclarent s'y opposer violent délibérément la Constitution de la République. Il ne sert à rien à cet égard de se draper derrière la qualité de membre d'une institution publique, membre de la majorité, membre de l'opposition. Le fait est qu'en droit congolais, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'être remis en question par personne. Mesdames, Messieurs, bien des pays au monde qui ont inspiré notre ordonnancement juridique ont légiféré dans le même sens. Nous allons prendre le cas du Conseil constitutionnel français, institué par la Constitution de la Ve République, le 4 octobre 1958. Les décisions du Conseil constitutionnel en France s'imposent, à l'instar des arrêts de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Et elles ne sont susceptibles d'aucun recours. En France, il est même précisé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif lui-même, mais également aux motifs qui en sont le soubassement. Et s'agissant de l'indépendance de la Cour constitutionnelle, nous voudrions nous permettre d'engager ici tous nos compatriotes, quelle que soit leur qualité, à intégrer dans leur gestion de ces questions institutionnelles le fait que le peuple congolais, qui a adopté souverainement la Constitution du 28 février 2006, a voulu de manière claire que les membres de la Cour constitutionnelle statuent et décident
en âme et conscience, en toute indépendance, en vertu des articles ci-après de la Constitution que je me fais le devoir de rappeler. Article 149, alinéa 1er. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Article 150, alinéa 2. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Article 151, alinéa 1er. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Article 151, alinéa 2. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Enfin, article 151, alinéa 3 de la Constitution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Fin de citation. Ces dispositions devraient inciter tous nos compatriotes au sein de la classe politique à promouvoir dans l'opinion publique l'acquisition de réflexes de la nouvelle citoyenneté, qui consiste en l'espèce au strict respect des verdicts de la Cour constitutionnelle, même lorsqu'ils semblent en porte-à-faux par rapport à certains intérêts particuliers. Mesdames, Messieurs, toute vie en société entraîne inévitablement, à un moment ou à un autre, des contestations, et ce pour diverses raisons. Aussi, dès qu'une société est constituée, dès qu'elle se forme, la fonction de juger apparaît-elle comme une nécessité absolue, car il faut une personne impartiale, respectée pour son autorité ou en raison des pouvoirs qu'elle tient, des normes qu'édicte la Constitution ou les lois pour se prononcer sur les prétentions en conflit et déclarer publiquement laquelle des prétentions est justifiée. En d'autres termes, il faut, en cas d'affrontement entre différentes prétentions, qu'un juge intervienne pour dire le droit. Cette fonction est d'autant plus nécessaire que toute société civilisée repose sur le postulat fondamental, élémentaire, qui veut que nul ne soit autorisé à se faire justice à soi-même, au risque de vivre dans le chaos et l'anarchie, ferment de la destruction d'une société. Il y a donc lieu de comprendre pourquoi dans nos sociétés modernes, où l'État a la responsabilité de l'ordre public, la justice n'est pas seulement, comme le pensait Lamoignon, je cite, une œuvre de bienfaisance du roi. La justice est en réalité un devoir de l'État. Jeter délibérément l'opprobre, le mépris ou le discrédit sur la justice revient donc à tuer l'état de droit. La séparation des pouvoirs est l'un des fondements de l'état de droit. Bien que nommés respectivement, vous le savez, vous l'avez suivi pour l'avoir couvert abondamment, par concertation entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et même par cooptation au sein de leur métier, les juges n'ont pas de compte à rendre aux acteurs politiques que nous sommes. Ils n'ont pas de compte à rendre aux groupes d'intérêt ou aux animateurs d'autres institutions. C'est le sens de l'indépendance qui est attaché à leur haute charge. L'indépendance du pouvoir des juges vient aussi, logiquement, du fait qu'ils ne rendent leurs décisions que sur base de textes des lois dont ils ne sont ni initiateurs ni décideurs,
et sur cette base essentiellement, à l'exception naturellement de la jurisprudence. Mon deuxième propos sera cette décision d'interdiction de diffusion du film « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate » de M. Thierry Michel. Depuis quelques jours, après que j'ai annoncé, conformément aux prérogatives qui me sont reconnues par les lois de ce pays, la décision du gouvernement de la République d'interdire la projection sur notre territoire du film documentaire intitulé « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate » du réalisateur belge Thierry Michel, qui a travaillé en collaboration avec une journaliste belge, Mme Colette Brackman, nous assistons, comme c'est souvent l'habitude, à une bien curieuse levée de boucliers, sous forme d'une vague d'indignation de la part de certains acteurs nationaux et étrangers, drapés dans le manteau de la défense du principe de la libre expression. Même nos partenaires de la MONUSCO nous ont adressé des remontrances publiques, comme s'ils voulaient faire de la République démocratique du Congo le seul pays de la planète Terre où le gouvernement devrait laisser faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, montrer n'importe quoi, même au détriment de la loi, au détriment de l'ordre public et au détriment de ses intérêts nationaux. Je voudrais réitérer ici, à ceux à qui cela aurait échappé, les termes du communiqué du gouvernement, justifiant les raisons de cette décision d'interdiction de diffusion du film de M. Thierry Michel, à savoir la traduction hostile et délibérément mensongère qui a indexé les forces armées de la République démocratique du Congo comme auteurs des actes de violence commentés par des femmes interrogées par le réalisateur, contrairement à ce témoignage des dites femmes livrées en langue machi, parlée au Sud Kivu, et en langue swahili, par ces femmes qui remerciaient au contraire les forces armées de la République démocratique du Congo pour les avoir sauvées des griffes des criminels de groupes armés qui les avaient réduits en esclavage sexuel. Il faut également dire que la mise en cause généralisée des forces armées de la République démocratique du Congo sur des faits criminels, sans en indiquer l'auteur, ou du moins la compagnie ou l'unité à laquelle il appartient, ou ils appartiennent s'il s'agit d'auteurs au pluriel, des actes dénoncés est proscrit par le Code pénal militaire de notre pays, notamment les dispositions de l'article 87 sur l'outrage à l'armée, entendu comme, je cite le Code pénal, toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, sous-officiers, les hommes des rangs des forces armées, sans indiquer les personnes visées. Cela veut dire quoi, mesdames, messieurs? Qu'il n'est pas interdit de critiquer l'armée congolaise. Vous avez la liberté, si un militaire se comporte mal, ou des militaires se comportent mal, de les dénoncer. Mais il faut indiquer qui s'est comporté mal. Ce n'est pas parce qu'un militaire s'est comporté mal qu'on va dénoncer toutes les forces armées. Notre code pénal militaire interdit cela. L'exigence du respect de cet article fait partie des clauses assorties à l'autorisation du reportage que nous accordons à tous nos amis journalistes étrangers qui sollicitent une autorisation de reportage. Et le cinéaste Thierry Michel ainsi que Mme Colette Brackman ont reçu cette autorisation de ma part dans un document qui reprend expressis verbis cette exigence. Lorsqu'on veut porter des accusations sur les comportements des militaires, il faut indiquer au minimum l'unité à laquelle appartient le militaire auteur de faits répréhensibles et non pas dire les FARDC, puisque nous ne savons pas
Imaginez le tort que l'on peut faire au moral d'une troupe qui est engagée sur le terrain en la noyant tout le temps dans des déclarations qui la présentent comme un ramassis de criminels, alors que nous essayons de séparer le bon grain et l'ivraie. Ainsi est-il exigé aux requérants qui réalisent des reportages, dans le cas d'espèce, à M. Thierry Michel, qui a réalisé cette série sur le docteur Mukwege, de se conformer et de s'abstenir de donner lieu à des dénonciations généralisantes, démoralisatrices des membres des forces armées, qui ne résistent d'ailleurs à aucun examen sérieux, parce que personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000, les FARDC font ceci. Dites-nous qui, dites-nous à quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que nous demandons. Il paraît que c'est encore trop. Nous ne pouvons pas tolérer cela. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants, ainsi que les accusations généralisées et infondées, parce que tous nos 130 000 militaires ne sont pas des criminels, susceptibles de démoraliser nos troupes, qui ont conduit à l'interdiction par le gouvernement de ce film. Ce n'est pas la personnalité de M. Thierry Michel qui est en cause, ce n'est pas la personnalité de Mme Colette Brackman, qui est une journaliste respectée dans ce pays, qui est en cause, et c'est encore moins le docteur Denis Mukwege, qui est un compatriote dont nous sommes fiers, qui est en cause. Il n'est donc nullement question d'atteinte à la liberté d'expression, comme nos détracteurs se plaisent à le dire sur tous les tons. En fait, la liberté d'expression n'a pas un sens absolu. Elle doit se concilier avec d'autres libertés ou droits fondamentaux, notamment le droit pour la RDC de remoraliser son armée, le droit pour la RDC à son image et à l'image de ses troupes combattantes engagées sur le front contre ces criminels qui violent les femmes à l'Est. C'est pour cette raison qu'il existe dans les sociétés démocratiques des limites à la liberté d'expression, entre autres l'interdiction de diffusion ou de reproduction de fausses nouvelles, l'interdiction de diffamation ou d'injure, l'interdiction de transmission ou d'exploitation sans son consentement d'image d'une personne prise dans un lieu privé, l'interdiction de publication de tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ait été lu en audience publique. Et M. Thierry Michel l'avait fait dans l'affaire Tchébéa, où l'apologie et la provocation à commettre certains crimes ou délits. Le gouvernement de la République veut bien croire que les attaques dont il a été l'objet depuis la diffusion de cette décision relèvent d'un déficit d'information sur cette affaire. C'est pourquoi il tient par ma voix à dire à ceux qui ne l'auraient pas encore su, pour une raison ou une autre, que cette mesure, quoi qu'il paraisse, ne signifie pas qu'il est un os à peler avec les réalisateurs Thierry Michel, Mme Colette Brackman. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, de faire valoir les actions positives que parmi plusieurs autres acteurs, il entreprend pour secourir nos sœurs victimes de violences sexuelles. Quel gouvernement digne de ce nom oserait combattre de tels actes? Il suffit à cet égard de rappeler que c'est nanti d'une accréditation en bonne et due forme de mon ministère, signée de ma main, que Thierry Michel et Colette Brackman se sont rendus au Sud Kivu pour réaliser ce documentaire, après avoir reçu mes encouragements, et ce malgré un malheureux antécédent
auquel je viens de faire allusion dans les relations entre notre gouvernement et Thierry Michel autour du film sulfureux intitulé L'affaire Tchébéa, un crime d'État qu'il réalisa dans le but apparent d'influencer la justice qui statuait alors en première instance sur la triste affaire de l'assassinat de notre compatriote Floribert Tchébéa. Ce qui ne se fait nulle part au monde. Il suffit par ailleurs de lire les termes de mon communiqué qui expriment de manière claire le soutien du gouvernement aux interventions salutaires de Denis Mukwege en faveur des femmes victimes des sévices sexuels au Kivu, pour s'en convaincre. Et du reste, parlant de M. Mukwege, il est surprenant de lire sous la plume de Thierry Michel qu'il vit reclus et qu'il doit être protégé par des gardes du corps, craignant à tout moment pour sa vie et sa sécurité. Cela reviendrait-il à dire que moi qui me fais protéger par un garde du corps, je crains pour ma vie, que le gouvernement me menace aussi? Que le gouverneur du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui se promène aussi entouré d'une impressionnante garde du corps, parce que ce sont des régions perturbées, ont aussi à craindre pour leur sécurité du fait du gouvernement. Le fait d'être accompagné d'un garde du corps ne veut pas dire qu'on est l'ennemi du gouvernement. Il y a des groupes armés qui peuvent menacer tout aussi bien notre gouverneur au Sud Kivu que le docteur Mukwege, ce qui rendrait nécessaire qu'il soit protégé. Pourquoi lier le gouvernement aux menaces qui pourraient être craintes par ce médecin congolais? En réalité, le docteur Mukwege est, au même titre que toutes les personnalités qui vivent dans ce Sud Kivu, du reste au Nord Kivu également, menacé par l'insécurité ambiante dans ces régions, où le gouvernement est occupé à restaurer la sécurité. Grâce à qui? Grâce aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement de la République, qui finance dans son budget l'hôpital de référence de Panzi, suit également, avec beaucoup d'intérêt, la carrière du docteur Mukwege. Le gouvernement sait, par exemple, que le 24 septembre prochain, ce compatriote, le docteur Denis Mukwege, fera honneur à notre pays, parce qu'il va défendre à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai étudié, sa thèse de doctorat en sciences médicales, intitulée, nous avons même l'intitulé, parce que nous nous intéressons à lui, étiologie, classification, traitement des fistules traumatiques, urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et laissez-moi vous dire que le 24 septembre, lorsque Denis Mukwege va présenter sa thèse, personne ne l'empêchera d'aller, donc il ne vit pas reclus. Et que parmi les Congolais qui iront l'encourager au campus de l'hôpital Erasme, où il va présenter sa thèse le 24, il y aura une délégation de l'ambassade de la République démocratique du Congo pour le féliciter. Alors pourquoi chercher à opposer des compatriotes à leur gouvernement? Pourquoi chercher à opposer le docteur Mukwege aux militaires qui aident à stabiliser la situation pour lui permettre de travailler pour ces pauvres femmes victimes des groupes armés? Pourquoi l'amène-t-on à s'en prendre? Parce qu'il s'en est pris au gouvernement et nous sommes étonnés. Nous ne comprenons pas. Pour quelle raison? Nous prenons une décision contre Thierry Michel et nous ramassons une volée de bois vert de notre compatriote Mukwege, contre lequel rien ne nous oppose. On se demande du reste si Thierry Michel ne recourt pas à un stratagème qu'il semble avoir bien rodé, provoquer délibérément des incidents en amont et se faire passer pour victime dans le but d'assurer la publicité à ces films. Parce que suite à des demandes d'un réexamen de cette décision que j'avais prise, notamment de la part de Mme Brahi du Centre Wallonie-Bruxelles et de Mme Colette Brackman elle-même,
j'avais mis sur pied une commission chargée de revoir cette traduction que nous contestions, afin de voir si la traduction malencontreuse pouvait être corrigée pour une version beaucoup plus fidèle à ce que disaient ces malheureuses femmes. Mais au moment même où se mettait en place cette commission, voilà que le réalisateur Thierry Michel ne trouve pas mieux que de m'adresser à moi, ministre de la République, des menaces d'une violence incroyable, avec des évocations historiques inacceptables, comparant mon sort à celui d'un dictateur disparu qui n'a pas été enterré dans notre pays, au cas où je n'acceptais pas de laisser diffuser son documentaire en l'état. Un ministre prend une décision et au lieu d'introduire un recours, le réalisateur le menace d'être enterré à l'extérieur. Je lui ai répondu en lui disant que je me refusais dorénavant d'examiner tous les recours que même les amis ont introduits et que je lui demande, au cas où je venais de passer de vie à trépas, qu'il me trouve un petit coin quelque part où je puisse être enterré, puisque dans ce bout de jardin qui lui appartient, qui s'appelle RDC, lui a décidé que je ne serais pas enterré. Donc vous comprenez jusqu'où les gens poussent l'outrecuidance. Qu'un étranger vienne menacer un ministre, au lieu d'introduire un recours normalement contre une décision, on ne doit pas trouver cela normal. C'est pourquoi la décision a été gelée pour moi, elle ne sera plus revue. Ce film reste interdit, on le diffusera à l'étranger, on ne le diffusera pas dans les écrans en République démocratique du Congo. C'en était trop. Et même Madame Colette Brackman, la co-réalisatrice du film que j'ai reçu hier en mon cabinet pour un entretien à ce sujet, s'est désolidarisée de Thierry Michel en des termes on ne peut plus clairs. Dans son blog, je voudrais demander à mes services de vous diffuser, de vous distribuer le blog, le texte du blog de Madame Colette Brackman, qui est une personne extrêmement raisonnable et très professionnelle. Des gens nous expriment ce qu'ils disent craindre. Ils disent qu'il faut craindre une publicité gratuite autour du docteur Mukwege. Mais pourquoi devrions-nous craindre une publicité pour un compatriote qui fait un bon travail? Si à cause de notre dispute avec Thierry Michel, Mukwege va être plus connu, pourquoi pas? Est-ce que nous avons un problème à ce qu'il soit plus connu? Nous n'avons aucun problème. Grand bien lui fasse, si ça peut le faire connaître davantage. D'autres disent que le film va susciter beaucoup plus d'intérêt à cause de son interdiction. Je dis mes grands biens face au réalisateur, mais nous, autorités du gouvernement de la République démocratique du Congo, faillirions à notre devoir si nous laissions traiter avec banalité une mise en cause infondée, injustifiée, d'une armée sur laquelle nous comptons comme dernier rempart pour rétablir la sécurité, l'ordre et la loi dans notre pays. Aux uns et aux autres, nous devons indiquer que notre rôle, notre seule préoccupation est d'éviter la démoralisation des FARDC, dont l'implication dans la protection des femmes victimes de violences sexuelles est aussi importante, sinon plus, que celle du docteur Denis Mukwege. Puisque s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de fonctionnement de l'hôpital de Panzi, au sud Kivu. Et la paix, c'est notre armée et notre armée seule qui s'est battue et qui se bat pour l'imposer dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nos troupes se dévouent, nos troupes se battent, nos troupes meurent. Il y a des mauvais garçons parmi elles, nous les jugeons, on doit les indexer, on doit les identifier et ne pas généraliser les accusations contre nos troupes. Cela, nous ne l'accepterons jamais. Je voudrais assurer à tous la détermination du gouvernement
à lutter contre ce fléau inacceptable de violences faites aux femmes, surtout à l'est de notre pays, où le phénomène de viol est utilisé comme arme de guerre. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le chef de l'État a nommé auprès de lui Madame Janine Mabunda en qualité de conseillère spéciale en matière de lutte contre ces violences sexuelles et contre le recrutement d'enfants. Preuve de toute l'attention que la République démocratique du Congo consacre à ce phénomène. Prétendre que parce que nous voulons protéger l'image et le moral de nos troupes reviendrait à favoriser le phénomène des violences sexuelles n'est pas conforme à la vérité. Parce que le gouvernement est tout autant déterminé à ne plus laisser saper l'image et le moral de ses troupes par des petits malins, car cette armée, qui est notre seul rempart contre ces crimes, mérite que la vérité, rien que la vérité, soit dite sur elle. On perd souvent de vue, mesdames, messieurs, que si nous pouvons tous travailler, vous, nous, le docteur Mukwege, ou les réalisateurs de films comme Thierry Michel, ou les journalistes comme Madame Colette Brackman, y compris, c'est grâce, en tout cas au Sud Kivu et au Nord Kivu, aux efforts des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont amenuisé les risques sécuritaires dont l'ampleur, il y a quelques années, est connue de tous. Il est donc hors de question qu'on nous fasse croire que pour vanter les mérites du docteur Mukwege, il faille calomnier les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci n'est pas du tout justifié. Je vous remercie. Oui, c'est bon. Nous prenons trois intervenants par groupe. Et chacun de vous va poser une ou deux questions et le ministre va réagir à chacune des questions. Merci. Alain Kyoka pour le compte d'Antena. Monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations concernant l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Parlons vrai, parlons franc. S'achemine-t-on vers la nomination de gouverneur par le chef de l'État? Parce que d'aucuns le disent. Si la Cour a rendu cet arrêt, c'est pour favoriser cette nomination-là par le chef de l'État des gouverneurs. Et si cela s'avère véridique, au nom de quel principe le chef de l'État nommerait-il de gouverneur? Est-ce au nom du principe de continuité de l'État ou au nom de quel principe finalement? Ça ne sera pas un peu sous generis de nommer des gouverneurs alors que la Constitution prévoit autre chose? Et si ces gouverneurs sont nommés, on les appellerait comment? Parce qu'on a connu plusieurs formules ici, appellation commissaire d'État, commissaires généraux, on a parlé de commissaires urbains. Est-ce qu'on parlera par exemple de commissaire ou haut commissaire de la République ou commissaire extraordinaire? Voilà un peu mes préoccupations. Bien, je vais répondre à la première partie d'abord de votre question. D'une manière générale, la Cour a enjoint, ordonné au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles, prendre des mesures urgentes pour rétablir la gouvernabilité des nouvelles provinces. Nous avons eu une réunion des commissions interministérielles aujourd'hui, tous les ministres en fait, pour préparer notre contribution à cette injonction de la Cour, parce qu'il ne s'agit pas d'une proposition ou d'une négociation. Lorsque la Cour enjoint, il faut exécuter. Et je vous assure que ce n'est pas l'aspect qui nous a paru le plus déterminant. Parce que la Cour demande d'abord que le gouvernement trouve des moyens logistiques à mettre à la disposition de l'autorité qui organise les élections, la Commission électorale nationale indépendante. Et donc nous avons examiné le projet de budget pour voir comment dégager les moyens dont la CENI a besoin pour rencontrer tous ces aspects de son calendrier. C'est la priorité. Et dans quelques jours, nous serons au Parlement
pour pouvoir obtenir de l'autorité budgétaire ces moyens-là de manière définitive, bien que d'autres moyens ont pu déjà être libérés, mais de manière définitive pour les 2015-2016 les obtenir. Alors, je suis un peu surpris que les gens ne prennent pas en considération ces aspects importants des injonctions que la Cour a données. Et s'agissant même des gouvernements provinciaux, je pense que la principale injonction de la Cour, c'est qu'il y ait élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs avant l'élection des députés provinciaux. Mais qu'en attendant ces élections, des mesures soient prises pour que les provinces soient quand même gouvernables. On saute sur ça, personne n'invoque le fait que la Cour exige que les élections aient lieu, l'irréversibilité de l'élection des gouverneurs, mais on cherche la petite bête. On a 10 mesures exceptionnelles. Mais qui peut interdire que dans un pays, lorsqu'arrive une situation inattendue, imprévisible, que l'on prenne, sur injonction d'une cour de justice comme celle-là, des mesures exceptionnelles. Les dites mesures exceptionnelles doivent être identifiées. Le gouvernement doit pouvoir se réunir pour savoir là où le bas blesse. Vous avez appris notamment qu'il y a des provinces, de nouvelles provinces, où certains élus provinciaux ne reconnaissent pas l'autorité des hauts fonctionnaires qui sont là. Ils ont fait main basse sur le trésor public qu'ils prétendent gérer. Ça n'a aucun sens qu'une autorité délibérante se mette à gérer de l'argent public. Et donc il y a des mesures que le gouvernement va lister, va prendre, va proposer. Le président de la République va certainement intervenir pour leur donner une forme définitive. Est-ce qu'il s'agira de nommer des gouverneurs? Est-ce qu'il s'agira de hauts fonctionnaires? C'est un peu tôt pour le dire parce que le gouvernement se consacre, en tout cas pour la réunion d'aujourd'hui, elle s'est consacrée à résoudre la problématique des moyens logistiques, financiers à mettre à la disposition de la CENI. Le moment viendra où ces mesures seront annoncées. Alors vous dites au nom de quel principe? Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle enjoint au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. C'est déjà une base de principe. Vous savez que la jurisprudence est aussi source de droit. Donc pour gérer la situation qui est devenue difficilement gérable, le gouvernement peut s'appuyer sur cet arrêt pour prendre les décisions que la Cour lui demande de prendre. Maintenant, quelles sont ces décisions? Ni vous ni moi, personne ne les connaît. Mais nous savons qu'il y a une forte agitation dans l'opposition où l'on craint que ce sera la désignation des gouverneurs. Mais les gouverneurs, la Cour constitutionnelle a exigé que ces gouverneurs soient élus avant l'élection des députés provinciaux. La Cour a proclamé l'irréversibilité de l'élection des gouverneurs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne évoque pas les décisions qui sont aussi définitives, solennelles, et on va s'attacher en réalité à des petits détails lorsque la Cour dit en attendant, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Qui interdit les mesures exceptionnelles? Puisque la Cour estime qu'elles sont indispensables. Pourquoi est-ce qu'on veut réécrire maintenant l'arrêt de la Cour? C'est ce que la Cour a dit qui sera fait, et rien d'autre. Et s'agissant des gouverneurs, la Cour a dit on doit les élire. Mais en attendant, il y a des mesures exceptionnelles que le gouvernement prendra et vous détaillera, puisque chaque fois qu'il se réunit, il y a un compte-rendu. Vous serez informés des dispositions que le gouvernement prendra au titre de ces mesures exceptionnelles. Maintenant, il prépare la mise à disposition des fonds, puisque là, c'était expressis verbis. Il faut donner à la CENI les moyens d'organiser notamment ces élections-là de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Donc, je ne souhaite pas que l'on puisse mettre sous le boisseau des décisions qui sont tellement claires, tellement évidentes, qui sont des décisions de principe, pour tirer simplement la petite bête, puisque ça peut alimenter la polémique. Nous ne sommes pas intéressés par la polémique. Nous voulons que les choses marchent. Et je pense que c'est là tout le bon sens des décisions que la Cour a prises.
et qu'un Congolais normalement constitué devrait soutenir. La Cour a pris des décisions très équilibrées, elle a pris des décisions conformes à l'intérêt national. Je ne vois pas qui a intérêt à ce qu'on puisse continuer à gérer les nouvelles provinces comme elles le sont maintenant, c'est-à-dire ne pas les gérer. Partout, nous apprenons qu'il y a des situations d'atteinte à la sécurité qui ne sont pas gérées parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe et la Cour demande au gouvernement d'y pallier. Le gouvernement va annoncer quelles mesures il va prendre. Aujourd'hui, il a commencé une série de longues réunions pour rencontrer les injonctions de la Cour. Vous serez informés des dispositions qui seront prises à cet égard-là. Le principe, c'est les décisions que la Cour a prises qui font jurisprudence et qui peuvent être alléguées comme normes sur lesquelles le gouvernement va adosser les mesures exceptionnelles en question. Comme vous l'avez vu, il s'est refusé de prendre quelque mesure que ce soit en attendant que la Cour puisse l'enjoindre de le faire. Merci. Esther Abedi, Africa TV. Je reviendrai sur la même préoccupation que mon collègue d'Antena. Seulement, c'est pour savoir dans quelle échéance le gouvernement entend-il s'exécuter face à cette décision de la Cour. Nous savons que beaucoup de dispositions ont connu des difficultés dans la mise en œuvre à cause du retard pris par le gouvernement. Aussi, par rapport au dialogue politique, est-ce que les circonstances actuelles se prêtent-elles encore à l'opportunité du dialogue, si nous savons que beaucoup d'opérateurs politiques qui s'étaient engagés à soutenir justement l'idée du dialogue dans les formats proposés par le chef de l'État commencent à se réduire, accusant la majorité et même le chef de l'État de contribuer à ce que beaucoup perdent leur constance face à la position pour les dialogues. Merci. Les échéances, je pense, sont bien clarifiées par l'arrêt de la Cour. Il est question de permettre aux assemblées provinciales de se doter de leur bureau définitif. Il est question de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de disposer des moyens d'exercer ses prérogatives. Et il est question de faire en sorte que les provinces ne soient plus ingouvernables comme elles le sont maintenant. Et c'est le 8 septembre que cet arrêt a été rendu. Et le 10, aujourd'hui, donc le plus tôt possible, le gouvernement a entrepris une série de réunions marathon pour pouvoir voir dans quelle mesure aller à la rencontre de ces injonctions de la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas en mesure maintenant de vous donner des dates, vous dire tel jour, telle décision sera prise. C'est un problème d'ordre pratique, mais vous serez certainement informés. Mais j'ai rappelé que les arrêts d'une Cour comme la Cour constitutionnelle ne peuvent pas souffrir de délai. Nous avons commencé l'exécution, c'est-à-dire en nous réunissant, nous estimons qu'il ne faut pas perdre du temps. Je peux dire donc que le plus tôt possible, ces décisions seront prises pour rencontrer les injonctions et les ordres, parce qu'il dit ordonne, les ordres enjoint les injonctions de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il faut un dialogue? Je pense que oui. Plutôt 2 fois plus maintenant qu'auparavant, puisque ce que la Cour a demandé nécessite certains redéploiements. On a demandé par exemple à la commission électorale indépendante de revisiter son calendrier. Dans quel sens il va le faire? La commission a toujours été encline à solliciter les avis de la classe politique et de la société civile. Je pense que le dialogue est le lieu par excellence où ces avis peuvent être utilement mis en commun pour aider la Commission à trouver des solutions, même si c'est des solutions en toute indépendance. Mais écouter les autres n'a fait du tort à personne. Donc le dialogue, pour moi, devient plus important maintenant, après l'arrêt de la Cour, qu'avant l'arrêt de la Cour. Qu'un acteur politique congolais se soit senti floué, le mot a été dit dans les médias, parce qu'il a reçu un accueil chahuté par des gens de chez lui, je ne dirais pas sa base, puisque sa base est à Kinshasa. C'est ailleurs qu'il a reçu un accueil chahuté.
Ça n'a rien à voir avec la nation. Qu'est-ce que vous voulez que la nation vienne y faire là-dedans? Ce n'est pas un oiseau qui fait le printemps. Qui sait? Nous avons vu ici à Kinshasa un acteur politique, et pas des moindres, le président de l'UDPS notamment, être manipulé par la sécurité du président Mobutu, avec cette histoire de refuser la nomination de Mobutu comme Premier ministre. Lorsque des gens sont allés manifester à Limete, et que seulement 6 mois ou 1 an après, nous apprendrons que c'était des femmes de militaires du camp Tchachi qui étaient allées à la demande de M. Ngbanda pour terroriser M. Tshisekedi. Donc, ces manifestations-là, un homme politique qui est de bon sens doit apprendre à les relativiser et ne regarder que l'intérêt de la nation. Je pense que c'est ce que je peux dire pour ceux qui se dédient. Vous auriez pu dire celui qui se dédie. Il y a une personne qui s'est dédiée et le dialogue n'est pas encore convoqué. Et il est faux de prétendre que c'est le président qui a pris l'initiative du dialogue. Je le répète, l'initiative du dialogue a été prise par l'UDPS. Le président n'a fait que jouer son rôle d'animateur des institutions, de garant du bon fonctionnement des institutions, en envoyant un émissaire demander aux uns et aux autres ce qu'ils entendaient par ce dialogue et comment ils pouvaient s'y prendre pour rendre la chose faisable. Ce n'est pas une initiative de Joseph Kabila et je puis vous confirmer encore une fois que ce n'est pas encore convoqué, puisqu'il attend de voir un peu ce que les uns et les autres en pensent. Si le point de vue de l'acteur politique dont je parle se répand à la quasi-totalité de la classe politique, peut-être que le président ne convoquera plus le dialogue. Peut-être qu'il tirera les conséquences de ce qu'il a pu entendre lors des consultations. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Ce n'est pas une initiative qu'il a prise de lui-même, non. Il a voulu aller à la rencontre de nos compatriotes de l'opposition qui ont souhaité le dialogue et qui continuent à le souhaiter jusqu'à présent. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut lui attribuer. Le président n'est pas à l'origine de tout ce qui se fait dans ce pays, en tout cas pas de ce dialogue. Il a voulu simplement rendre la chose possible parce que c'est lui le président de la République. En dehors de lui, on ne voit pas qui pourrait le convoquer parce que si c'était les autres qui auraient pu le faire, mais ils auraient pu déjà convoquer le dialogue. C'est parce qu'ils savent que c'est lui que tous nous attendons maintenant un mot de lui pour savoir si ça vaut la peine d'y aller. Maintenant, on discute des conditions. C'est tout à fait normal que chacun ait une perception différente de l'autre sur le dialogue et que nous recherchions un consensus autour de ce que ce dialogue signifie, de comment nous allons l'organiser. Souhaitons que nous arrivions à un consensus à ce sujet-là. Je suis Christian Elongo de Biwan. Monsieur le ministre, il y a des gens qui disent que nous avons déjà pris du retard par rapport à l'organisation des élections. Est-ce que le gouvernement est conscient de ces retards? Deuxième petite question, en fait, c'est une demande. Vous nous proposez que les services protocoles vont nous remettre tout à l'heure les blogs de Mme Brackman. J'aimerais aussi, est-ce que c'est possible d'avoir la lettre de Thierry Michel? Merci. Nous avons effectivement à craindre qu'il y ait du retard, en tout cas la Cour constitutionnelle, en exigeant à la Commission de revisiter pratiquement son calendrier, n'a fait qu'une chose en fait, intégrer dans ce calendrier un dispositif qui n'y existait pas. Si vous relisez attentivement le calendrier global tel qu'il a été publié par la Commission électorale nationale indépendante, vous ne trouverez pas une rubrique « élection des gouverneurs intérimaires ». Ça n'existe pas. Il y a élection locale, élection municipale, etc., élection de députés, élection des bureaux des assemblées, élection des gouverneurs, etc., définitif. Mais maintenant, il y a une dimension supplémentaire. Élection des gouverneurs intérimaires, avant l'élection des députés provinciaux qui, eux, viendront
élire le gouverneur définitif. Donc c'est de bon sens que la Cour demande à la Commission d'intégrer cette dimension-là dans son calendrier. On y a vu un piège, oh, c'est pour glisser, etc. Est-ce que l'élection de gouverneur intérimaire doit absolument conduire à un glissement? La Commission nous répondra. Tout le monde devient des spécialistes maintenant de calendriers électoraux. Il faut laisser la Commission répondre à l'injonction du juge et nous dire ce qu'elle prend comme décision. Ce n'est pas des propositions. Elle va prendre des décisions. Donc c'est tout à fait normal qu'un redimensionnement du calendrier soit nécessaire parce qu'il y a des rubriques qui n'existaient pas et qui sont maintenant là-dedans. Tout comme on a prétendu que le Premier ministre, chef du gouvernement, aurait dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'élection, pour les élections. Non. Le Premier ministre a déclaré devant la Haute Cour que l'insertion du financement de l'élection des gouverneurs à titre intérimaire venait perturber les prévisions budgétaires. Puisque les prévisions budgétaires se sont appuyées sur le calendrier global tel que la Commission l'avait publié. Et voici que, chemin faisant, la Commission demande de l'argent pour l'élection des gouverneurs intérimaires qui n'existaient pas auparavant. Et donc, il n'y a pas de provision budgétaire pour cela. C'est ça qu'il a dit. On a vite transformé. Non, c'est de l'incompétence. Non, il n'a pas voulu prévoir ça. Mais le Premier ministre, son gouvernement, n'organise pas les élections. Il attend que la Commission qui organise les élections lui donne son calendrier et lui demande des moyens pour cela. Jusqu'il y a peu, la Commission ne prévoyait qu'une seule élection de gouverneur. Maintenant, on est obligé de se collecter 2 élections de gouverneurs. Les gouverneurs intérimaires et les gouverneurs définitifs. Alors, qu'est-ce qu'on voulait? Que le Premier ministre décide de lui-même comme ça, sans recours à l'autorité budgétaire, et dise non, moi je mets 2 millions, mais ça viendrait d'où? L'argent de l'État ne se dépense pas comme ça. Il a reconnu que ceci n'avait pas été budgétisé parce que ça n'avait pas été demandé, tout simplement. Donc maintenant, il faut repartir au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, qu'elle insère ça et qu'on puisse voir avec l'autorité budgétaire, c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant, comment insérer cet aspect-là de l'élection des gouverneurs intérimaires. Donc, est-ce que ça va amener du retard? Ça, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui va pouvoir répondre à cette question. Il y avait une deuxième sous-question, je crois. Oui, je vais demander à mes services aussi de vous donner cette lettre où on me promet de ne pas avoir de tombeau dans mon pays. Parce que j'ai mécontenté un journaliste belge. Je ne serai pas enterré chez nous. Je ne sais pas au nom de quoi. Qui lui a donné ce pays pour décider de qui sera enterré ou qui n'y sera pas enterré. Mais ça m'a choqué et je ne peux pas accepter cela. Nous prenons 2 derniers intervenants, Chine Nouvelle et Top Congo. Et en clôture. C'est Steve Wemby pour l'agence Chine Nouvelle. Monsieur le ministre, une question qui va en dehors un peu de votre communication, mais ça reste dans l'actualité. L'Est de la République démocratique du Congo a été dominé la semaine dernière par le massacre contre la population civile perpétré par les groupes identifiés comme ADF. Est-ce que la MONUSCO le gouvernement congolais avait renoncé à l'aide de la MONUSCO? Avec ce massacre, est-ce que le gouvernement va encore reprendre la coopération avec la MONUSCO pour combattre les FDLR? Merci. Oui, M. Wemby, nous n'avons jamais renoncé à travailler avec la MONUSCO contre les ADF. Si vous suivez correctement la décision que le gouvernement congolais a prise, c'est de renoncer à nous associer à la MONUSCO dans la traque et le désarmement des FDLR. Les FDLR ne sont pas les ADF. Donc pour tout autre défi sécuritaire, nous avons continué et nous continuons à travailler avec nos partenaires de la MONUSCO. Mais en ce qui concerne les FDLR, nous avons renoncé à cela pour des raisons qui sont connues. Nous avons bien invoqué les raisons
de ces pratiques discriminatoires vis-à-vis de militaires qui méritent plus de respect. Et donc, nous avons décidé de réagir de cette façon-là. La MONUSCO est au courant, New York est au courant. Si on peut rencontrer ce problème-là, peut-être qu'on pourrait reprendre cette collaboration en ce qui concerne les FDLR. Nous discutons maintenant pour établir un partenariat stratégique avec eux. Nous parlons de ces questions-là, mais jamais, à aucun moment, nous n'avons renoncé à coopérer avec la MONUSCO pour d'autres défis, et notamment les ADF. Et en fait, ils collaborent avec nous en ce qui concerne les ADF. Cyril Milando, Radio Top Congo FM. Moi, j'aimerais quand même rester sur l'actualité, puisque ce matin, le directeur du journal CNews, qui était autrefois Congo News, connaît des problèmes avec, soi-disant, le ministère de la Communication et des Médias. Le journal Congo News a été liquidé, une autre entreprise a été créée, CNews, mais ces journalistes ne savent pas exercer librement leurs activités sur l'ensemble du pays. Ils disent que les ministres de la justice, plutôt les ministres de la communication et des médias seraient aussi à la base de leur malheur malheur entre guillemets qu'ils sont en train de vivre actuellement. Lorsque le journal sort, la livraison est ravie par certaines personnes inconnues et même les imprimeurs ne sont plus autorisés à imprimer ces journaux. Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous oppose à ces journaux? Merci beaucoup. En ce qui concerne le ministère de la Communication et des Médias, un journal, c'est une entreprise qui existe, qui a reçu un récépissé, qui est donc enregistré par les services de notre administration, qui est connu et qui est donc responsable des actes qu'il pose. Chaque fois que des amis, peut-être bien intentionnés, viennent me poser ce problème de Congo News, CNews, je visite avec eux la liste des entreprises de médias écrits qui existent dans ce pays. Il n'y a pas Congo News, il n'y a pas CNews. Alors, dites-moi, comment pourrais-je être tenu pour responsable de ce qui pourrait arriver à une entreprise de médias qui s'est constituée de manière tout à fait anarchique dans un pays qui interdit l'anarchie? Vous créez un journal, vous écrivez des choses, vous n'êtes responsable devant personne, vous estimez que vous ne reconnaissez même pas l'existence de l'État. Alors, vous vous plaignez de quoi? Si des individus viennent vous causer des problèmes ou si vous causez des problèmes à des individus, qu'est-ce que l'État a à y voir? Nous devons intervenir pour exiger que la loi soit respectée. CNews n'a aucun récépissé. Congo News n'avait aucun récépissé. Et donc je ne vois pas au nom de quoi je devrais répondre de l'existence ou de la non-existence d'une réalité inconnue qui estime que ce gouvernement ne mérite même pas que l'on puisse s'approcher de lui pour se faire enregistrer, que ce gouvernement ne mérite pas qu'on puisse annoncer même les couleurs, qu'on existe tout simplement, puisque c'est un problème de responsabilité à deux sens. Lorsque vous créez des problèmes à autrui, comment est-ce qu'on fait appel à votre responsabilité à vous? L'État doit pouvoir garantir cela. Ce n'est pas pour embêter vos maisons que nous exigeons qu'il y ait un enregistrement quelque part, qu'il y ait un récépissé, qu'on sache que vous existiez. Alors ceux qui ont choisi le chemin de l'anarchie, ceux qui choisissent le chemin du chaos, n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Donc CNews, pour moi, ça n'existe pas. Et donc il est inutile, je vois souvent des lettres, je ne réponds pas, puisque pour moi c'est une réalité inconnue. Je vais répondre sur base de quoi? Puisque dès qu'on me saisit pour un journal, je demande à ma secrétaire générale, qu'est-ce qui se passe avec ce journal? On m'amène le dossier, je regarde, tout est en règle, ou il y a des problèmes qui doivent être réglés, nous écrivons aux responsables, voilà, il y a tel document que vous avez manqué de compléter dans votre dossier, il peut le compléter, mais CNews, ça n'existe pas officiellement. Alors nous parlons de quoi? C'est un tract,
Est-ce que nous allons, moi, me mettre ici à justifier les droits de quelqu'un qui produit des tracts alors que les tracts sont interdits dans le secteur qui est le vôtre, qui est un secteur extrêmement important, qui est un domaine de responsabilité? Voilà la réponse que je peux donner à cela. La première chose consiste à reconnaître qu'il faut se faire enregistrer comme entreprise de presse écrite auprès du gouvernement, auprès de l'État. La deuxième chose, c'est de payer ce qu'on doit payer à l'État pour bénéficier de la protection des services de l'État. Tout cela n'existe pas dans le chef de CNews ou de Congo News. Donc s'agiter, ça n'impressionne pas le gouvernement et en tout cas pas quelqu'un comme moi. Voilà, je vous remercie.